Et bonjour. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Vous êtes en train de vous connecter tranquillement. Voilà, on vous laisse arriver. Je vous souhaite la bienvenue à cette session live autour du pouvoir d'expliquer la douleur pour amener les patients à s'engager. Alors, je m'appelle Marie Basselon, je suis instructrice francophone pour le NOI, cet organisme australien qui propose l'approche expliquer la douleur, et je forme pour eux depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai formé des centaines de praticiens dans de multiples professions. D'ailleurs, je pense qu'on doit être proche du millier même de praticiens. Et dans mon métier, en fait, je suis clinicienne spécialisée dans l'accompagnement, clinicienne kiné, spécialisée dans l'accompagnement des patients qui sont touchés de douleurs chroniques complexes. Il se trouve que j'ai aussi monté ABC Douleur qui propose du contenu, d'information et d'accompagnement et de formation dans le domaine de la douleur. Et je suis accompagnée ce soir par Julie Touvenin. Je te laisse te présenter, Julie. Donc moi, je m'appelle Julie Toutenin, je suis kiné sur Grenoble. Je suis également enseignante à l'école de kiné de Grenoble. Et j'ai un organisme de formation où j'accueille Marie et qui vient nous faire donc, sur Grenoble et ailleurs en France également des sessions expliquer la douleur. Et on a déjà collaboré, il me semble, pour 4 sessions depuis qu'on se connaît. Il me semble Euh, au moins quatre, oui. ça. Alors merci, là vous êtes en train de rentrer. Alors merci du coup de venir ici pour ces échanges. On va passer environ une vingtaine de minutes d'échange ensemble. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion, dans le chat du webinaire et on essaiera à la fin de répondre à un maximum d'entre elles. Et peut-être pour information avant de plonger dans le sujet, ces lives sont une belle occasion de plonger dans l'approche expliquer la douleur. Alors, vous pouvez être dans deux situations. Soit vous ne connaissez pas cette approche-là, vous ne la connaissez pas bien, et du coup, ce sera pour vous une façon de découvrir une part de ce que peut être l'approche expliquer la douleur, et c'est quelque chose qu'on développe de façon bien plus vaste ensuite dans des contenus de formation. Et pour ceux qui sont déjà formés, ça peut être une façon pour vous, par l'intermédiaire de ces lives, de revenir sur certains aspects, peut-être d'approfondir des points qu'on a vus ensemble en formation. Et c'était aussi un espace pour vous pour poser des questions et pour affiner vos pratiques cliniques. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui sont déjà là, n'hésitez pas à taper dans le chat si, d'où vous venez, si vous êtes bien avec nous. Et puis, on va plonger. Voilà, je vois que vous êtes quelques-uns. Merci à vous. Je vois pas les prénoms, je suis désolée. Donc n'hésitez pas si vous voulez mettre votre prénom, comme ça je pourrais vous interpeller par vos prénoms. On va plonger dans ce sujet, le pouvoir d'expliquer la douleur pour amener les patients à s'engager. Donc, moi, j'aimerais partir d'un constat clinique. On est toutes les deux cliniciennes. On sait, comme nos collègues, que la majeure partie des patients douloureux ont besoin de bouger pour aller mieux, ont besoin d'être actifs. Et pour autant, certains patients ne le font pas du tout. Est-ce que toi, tu constates ça dans ta pratique? Oui, oui, et je dirais obligé même. Obligé, c'est-à-dire que si un praticien ici a déjà expérimenté une vie professionnelle tout du long sans jamais avoir de patient qui ne s'implique pas, je veux bien le rencontrer ou la rencontrer, cette personne-là. Peut-être parce que la patientèle est particulière, mais je pense plutôt que c'est une histoire de compétences. Et on va creuser sur ce sujet-là. Parce que quand même par défaut, ça ne me semble pas aberrant qu'un patient ne s'implique pas. Un patient, il ne s'implique pas. Alors, il peut y avoir plusieurs problèmes, hein. C'est le patient qui ne s'implique pas. C'est le patient qui ne comprend pas forcément l'intérêt d'exercice ou de propositions thérapeutiques et du coup, il ne s'approprie pas les outils et il ne les met pas en œuvre. Il comprend peut-être pas l'importance non plus de ce qu'on lui propose. Et ce que j'ai pu observer chez les praticiens que je forme, mais chez moi aussi à certains moments, c'est une sorte de lassitude parce qu'en tant que clinicien, on, on met de l'énergie dans un raisonnement clinique, dans une proposition thérapeutique, et du coup, ça peut être lassant de voir que la personne face à nous ne valorise pas cette proposition thérapeutique.
Si la personne dit bah non, ça j'aime pas, je veux bien autre chose, et nous on essaye en permanence d'aller chercher la proposition jusqu'à ce que ce soit la proposition thérapeutique qui puisse convenir à la personne face à nous, sauf qu'on sait, nous peut-être en tant que cliniciens, que ça ne sera pas la proposition thérapeutique la plus efficiente, la plus efficace pour la présentation clinique de cette personne-là. Donc il y a cette problématique-là. Et peut-être un autre constat sur lequel je voulais revenir là, par rapport à ta question, Julie, c'est par rapport aux patients qui vivent des douleurs, et particulièrement des douleurs chroniques ou des douleurs persistantes, et des douleurs qui durent depuis un moment, des douleurs qui jouent sur la fonctionnalité, des douleurs qui jouent sur des phénomènes adaptatifs physiologiques, on sait que la mise en mouvement est une stratégie de choix. C'est une stratégie de toute façon à privilégier face à des douleurs persistantes parce qu'on sait que par l'intermédiaire de la mise en mouvement, on va modifier les phénomènes adaptatifs, ou en tout cas on va favoriser ce qu'on pourrait appeler de la récupération. Récupération ne veut pas forcément dire moins de douleur, mais récupération veut dire par exemple se reconditionner. Récupération veut dire par exemple plus de fonctionnalité, même si le niveau de douleur est le même. Et dans une approche qu'on appelle l'approche d'exposition graduelle, qui est une approche qu'on développe en formation Expliquer la douleur, on a besoin aussi de cette mise en mouvement. Donc dans tous les cas, pour moi, il y a deux problématiques. C'est je veux faire bouger les patients et je veux, bah, parce qu'il y a un argumentaire derrière. Et malgré tout, je sais, et l'argumentaire scientifique est sur le fait que c'est pertinent, et malgré tout, les patients ne s'engagent pas. Et moi, ça m'évoque, peut-être qu'on peut essayer enfin, de contextualiser avec un type Mm. de patient qu'on connaît tous, qu'on a peut-être aussi expérimenté à titre personnel, c'est le problème des cervicalgiques. Donc, si on prend cet exemple-là, on sait que le patient, donc, il a besoin de bouger pour aller mieux. Et Ou en tout cas, c'est cervicalgie ou lombalgie. Souvent, on dit dans la lombalgie, le bon traitement, c'est le mouvement. Cervicalgie, il faut bouger face à la cervicalgie. Mais est-ce si aberrant que de voir un patient qui ne bouge pas quand il a mal au cou ou quand il a mal au dos, si par exemple, pour lui, à chaque fois qu'il bouge, il a mal, et à chaque fois qu'il a mal, il pense qu'il s'esquinte. C'est pas si aberrant que ça finalement. Et alors, du coup, comment leur faire comprendre au patient? Parce que nous, ça nous paraît évident, mais lui, dans sa logique, pas du tout. Alors, comment lui faire comprendre que c'est important? Je pense que la première question, c'est pas comment. Je pense que la question du comment, elle arrive dans un second temps. Je pense que la première question à se poser, c'est de se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas bouger? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas bouger? Mais pour moi, il y a deux grandes réponses. Il veut pas bouger, ben, peut-être parce qu'il n'a pas compris, comme tu dis, ce qui nous semble, nous, évident, que ben, dans certaines présentations cliniques de douleur, il est évident que le mouvement va favoriser, mais pour autant, nous, ça nous semble évident en tant que cliniciens, ça ne l'est peut-être pas pour la personne face à nous. Donc, un premier type de transmission ou d'éducation thérapeutique qu'on pourrait avoir vis-à-vis du patient, c'est de lui expliquer, mais voilà le type de douleur que vous présentez. Parce que dans le bilan, j'ai pu observer ça et du coup, je peux argumenter que chez vous, voilà, c'est telle présentation clinique qui est présente. Et du coup, on sait que dans tel type de présentation clinique, il est important de bouger parce que ça amènera à tel résultat. Donc, première partie d'explication, on pourrait dire c'est une sorte d'explication de la neurophysiologie ou d'explication du fonctionnement de la douleur. C'est de l'explication assez mécanistique. Mais je pense qu'il y a un autre type d'explication, c'est de se dire, mais pourquoi le patient ne veut pas bouger? Peut-être parce que derrière, il a des croyances, des compréhensions inadaptées. Euh, Peut-être je peux reprendre l'exemple là, quand tu me disais, voilà, prenons un exemple clinique. Prenons l'exemple de la cervicalgie. Dans la cervicalgie, il faut bouger. Oui, mais si le patient, à chaque fois qu'il bouge, il a extrêmement mal, si pour lui, la douleur est en lien avec le fait qu'il s'esquinte, et que du coup, à chaque fois qu'il est mal, il a l'impression qu'il s'esquinte un peu plus, ça paraît juste totalement sensé, totalement logique qu'il n'ait pas envie de bouger. Ça veut dire que oui, je vais aller lui expliquer sa présentation clinique, mais peut-être qu'il va falloir que je creuse plus spécifiquement sur certaines conceptions, certaines croyances qui sont totalement inadaptées et qui font que ça bloque. Le patient, il veut pas m'accompagner parce qu'il y a cette croyance ancrée que s'il bouge, ça va être pire.
Donc il va falloir que j'aille travailler sur cette croyance-là aussi. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Moi, ça me paraît assez clair. Alors n'hésitez pas, du coup, si ça n'est pas clair, vous mettez dans le chat, on y répondra à la fin. Mais Euh, voilà, première question, qu'est-ce qu'il y a derrière? voilà. Pourquoi est-ce qu'il a du mal à bouger? Alors, une fois qu'on a compris ce pourquoi et qu'on a creusé un petit peu ça, exploré ses croyances, ses freins, comment est-ce que on parvient à les faire évoluer et à les rendre plus actifs? Et alors le comment, ça va être notre posture. Je sais pas, je suis en train de formuler ma phrase. Le comment, ça va être de l'éducation thérapeutique. Mais l'éducation thérapeutique, on a tendance à dire, quand on parle d'éducation à la douleur, par exemple, on a tendance à croire qu'on parle d'éducation très explicite, c'est-à-dire je parle et je transmets quelque chose. Sauf que une posture d'éducateur thérapeutique, et ben, du coup je viens de le dire, c'est aussi une posture. C'est-à-dire parfois ça n'est même pas le fait de parler, c'est dans ma façon de me comporter vis-à-vis du patient. C'est dans ma façon peut-être de tourner les séances de façon à faire prendre conscience au patient que la douleur, mais non, mais la douleur, alors pas dans tous les cas, mais quand on parle de douleur persistante, c'est-à-dire cette douleur qui persiste au-delà du délai de cicatrisation des tissus, c'est-à-dire que du coup la douleur n'est plus en lien avec un phénomène physiologique dommageable. Du coup, on ne peut plus prendre la douleur comme étant un repère pour travailler dans notre rééducation. Ça veut dire que moi, en tant que clinicienne, je ne peux plus utiliser ce critère de douleur pour évoluer dans la rééducation ou pour me dire je continue ou je ne continue pas. C'est-à-dire qu'il faut que j'en fasse prendre conscience aux patients aussi qu'on ne peut plus prendre ce critère-là. Donc, c'est à la fois le comment pour moi, c'est deux choses, c'est transmettre verbalement de façon très explicite, expliquer les choses, mais c'est aussi dans ma posture retourner quand je suis dans un modèle biomédical, retourner ma posture où du coup on est plutôt à toujours avoir un critère qui va être les amplitudes, qui va être la douleur, qui va être voilà, quelque chose de très concret, et se dire ben, je ne peux plus prendre ces critères-là en compte, je suis obligée de créer un autre discours avec le patient et un discours sur la réassurance, un discours sur l'exposition graduelle, un discours sur petit à petit aller vers des conceptions plus adaptées pour comprendre la douleur persistante. Et ces conceptions plus adaptées, dans la formation Expliquer la douleur, on les appelle les concepts cibles. Donc, on a bien compris du coup que la mise en mouvement, elle était indissociable d'une éducation thérapeutique. Donc là, dans tout ce que tu viens de nous expliquer, j'ai l'impression. Autant avant, on parlait d'éducation thérapeutique comme une séance un peu annexe. Là, j'ai l'impression que c'est un pilier de la prise en charge. Donc, d'autant plus dans expliquer la douleur. Donc, savoir l'expliquer, ça va faire partie de- des arguments forts de notre prise en charge. Est-ce que tu peux du coup faire le lien avec la formation expliquer la douleur que tu dispenses? J'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, je pense que ou peut-être ça a été une mode il y a un moment, et peut-être pour encore certains cliniciens, il y a cette vision que l'éducation thérapeutique dans le domaine de la douleur, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'éducation à la douleur, ça serait une technique à part entière et que ça pourrait être le contenu complet d'une séance. Pour moi, ça paraît aberrant parce que ça n'est que de la théorie et ça ne débouche pas sur un changement de comportement. De la même façon que l'approche par le mouvement, par l'exercice physique est une stratégie essentielle, mais elle ne peut pas être toute seule parce que souvent, et c'est justement l'objet de notre discussion ce soir, de notre échange, c'est que souvent le patient il veut pas s'engager dans le mouvement parce que ça lui fait mal et ça lui fait peur de bouger. Et du coup, là, on est vraiment, je reformule ce que tu viens de dire, mais on est vraiment en train de voir que à la fois expliquer et mettre en mouvement, c'est forcément concomitant dans une séance ou en tout cas dans une prise en charge proposée à un patient qui vit des douleurs persistantes, il y aura forcément un mix des deux et on va venir renforcer l'un avec l'autre et petit à petit donner de l'autonomie au patient parce qu'il va comprendre pourquoi il se met en mouvement, il va comprendre pourquoi parfois ça déclenche la douleur, mais c'est pas grave que ça déclenche la douleur puisqu'il aura compris qu'en fait la douleur, elle n'est pas en lien avec le fait qu'il s'excane plus. J'ai un peu du mal à parler à cette heure-ci. Enfin voilà, donc je voulais juste revenir sur ça parce que quand tu parlais d'annexe, voilà, ça m'a fait penser à ça.
Et du coup, le lien avec la formation Expliquer la douleur, euh, mais dans cette formation Expliquer la douleur, on revient sur nous, en tant que professionnels de santé, comprendre les grands mécanismes de fonctionnement de la douleur. Ce qui fait que si on vient réancrer ça en nous, soit on les connaît déjà, soit on a peut-être besoin d'un petit rafraîchissement cognitif sur les connaissances. Et du coup, l'idée, c'est d'arriver au fil des 2 jours à être en posture pour pouvoir transmettre ça à un patient. C'est-à-dire comment vulgariser ces notions de compréhension des mécanismes de la douleur pour pouvoir le transmettre au patient. Donc ça, c'est la partie plutôt explicite. Une autre partie aussi qu'on aborde en formation expliquer la douleur, c'est qu'on revient sur ce qu'on appelle les concepts cibles, dont j'ai parlé un petit peu avant. Ce sont des croyances typiques, des croyances erronées chez la plupart des patients et dans le grand public aussi en général, des croyances erronées concernant la douleur. Et ces croyances erronées, le problème, c'est qu'elles viennent entraver un cheminement thérapeutique qui va, entre autres, vers le mouvement. Et donc, c'est par exemple, la douleur est forcément en lien avec la lésion des tissus. C'est par exemple, la douleur, elle est forcément locale et elle est en lien seulement avec ce qui se passe là et il n'y a aucun autre paramètre qui intervient. Et donc, l'idée, c'est d'amener, par exemple, sur ces deux croyances-là, c'est d'amener petit à petit la personne face à nous à changer de compréhension et à comprendre que la douleur n'est plus en lien avec les tissus, avec la lésion des tissus, ou en tout cas non plus de façon unique et systématique. Et puis peut-être aussi comprendre que la douleur, elle est plurifactorielle et qu'il y a tellement de choses qui peuvent l'influencer qu'on va peut-être travailler physiquement, mais on va aussi travailler avec d'autres outils pour influencer notre ressenti douloureux. Donc voilà, je regarde si j'avais noté d'autres choses sur ce point-là, mais je pense que moi, j'ai détaillé un petit peu les axes prioritaires en lien avec notre échange aujourd'hui sur le pouvoir d'expliquer la douleur pour faire à ce que les patients s'engagent. Moi, il y a un petit truc que je voudrais rajouter par rapport au contenu de la formation, parce que du coup, je l'ai plusieurs fois que je la vois, que je la suis. Il y a un point qui me semble très pertinent et qui n'y a pas forcément dans d'autres formations, c'est le fait d'explorer et de faire explorer le patient sur justement tout ce qui va influencer sa douleur. Mais je trouve que les abords sont faits de façon novatrice, où ça explore des choses dont on n'a pas forcément, auxquelles on n'a pas forcément l'habitude de penser. Et ça, je trouve que c'est vraiment un plus dans le programme Expliquer la douleur, voilà, qui moi m'a Hmm. apporté des choses, même après 15 ou 20 ans d'exercice. Et que j'utilise au quotidien et que les patients trouvent assez pertinents parce que souvent, c'est pas forcément des choses auxquelles on leur demande de réfléchir. Donc voilà. Ça me fait penser à quelque chose, là, ce que tu partages. C'est que je vais être un petit peu grossière peut-être. On peut dire aux patients, mais vous êtes con, vous comprenez rien. C'est comme ça, la douleur, ça fonctionne comme ça, ils vous mettent en mouvement et voilà, et vous allez faire. Et du coup, d'avoir une transmission qui est très explicite, mais en face, il peut y avoir un blocage. C'est-à-dire surtout si on traite le patient de con, voilà, c'est normal qu'il soit obtus en face. Et ce que je trouve intéressant, donc là, c'était un peu vulgaire, mais voilà, ça vous a secoué un petit peu si vous écoutez. Euh, Ce que tu partages, Julie, c'est que par l'intermédiaire d'outils, comment est-ce que j'amène un patient ou un interlocuteur à comprendre que la douleur n'est pas forcément en lien qu'avec le tissu, que la douleur n'est pas forcément en lien avec quelque chose qui est dommageable, c'est de lui faire vivre l'expérience que d'autres choses l'influencent. Et du coup, par certains outils, il me semble que peut-être tu parles du protectomètre, enfin, il peut y avoir d'autres outils, mais par ces outils-là qui sont proposés dans la formation Expliquer la douleur, l'idée c'est de façon assez douce et de façon plutôt ludique d'amener le patient à prendre conscience et à découvrir que dans sa propre expérience de douleur, que lui pensait être très linéaire, très en lien avec les tissus, très en lien avec quelque chose de dommageable, il se rend compte que parfois sa douleur est influencée par des choses qui n'ont rien à voir avec le corps, qui n'ont rien à voir avec le fait qu'il y a quelque chose qui s'esquinte au niveau des tissus. Et d'avoir vécu ça, ça permet petit à petit de transformer sa croyance erronée que, en effet, douleur et lésion étaient en lien. Donc l'idée, c'est on peut pas toujours confronter les gens face à nous ou on peut pas toujours leur donner une explication théorique, ça ne suffit pas. Oui, vous me dites ça, mais chez moi, il y a ça. Et donc, comment est-ce que j'amène quelqu'un à changer
de conception, de compréhension, c'est par l'intermédiaire de l'explicite, mais c'est par l'intermédiaire aussi d'outils qui ne sont pas que des outils de mouvement et de mise en mouvement. Et donc, par exemple, le protectomètre, il me semble que c'était cet outil-là dont tu parlais, est un outil assez intéressant pour, de façon, on pourrait dire, un petit peu biaisée, on passe un peu en sous-main pour faire comprendre au patient qu'il y a d'autres choses qui l'influencent, la douleur. Euh, Je regarde, tu regardes si tu as d'autres questions. Moi, je regarde s'il y a des questions dans le chat. Non, ça a l'air clair pour vous. Mais écoutez, n'hésitez pas. En tout cas, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à interagir. Euh, on espère en tout cas que cet échange sur vraiment un aspect clinique assez fréquent, une problématique clinique assez fréquente du patient qui ne s'implique pas, on espère que cet échange avec Julie et moi-même vous a éclairé, vous semble utile pour vos pratiques cliniques. Et je te laisse peut-être Julie, parce qu'il y a des formations. Si jamais vous voulez nous rejoindre sur une session, il y a plusieurs sessions prévues prochainement. alors nous, enfin, j'en propose une à Grenoble fin mars, les 28 et 29. C'est juste avant les JFK, pour ceux qui veulent faire un petit combo. Et après, il me semble que tu en as une en ligne en juin. Et voilà, de toute façon, pour tous les gens qui sont inscrits, vous allez pouvoir recevoir par mail les infos sur les dates de formation et le replay, pour ceux qui n'ont pas pu être là, ou ceux qui ont été là mais qui n'ont pas pu être attentifs pendant toute la session. Ça arrive. Et voilà. Moi, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Moi, peut-être, je reviens sur une chose, sur les contenus de formation. Alors, voilà, déjà, ces petits lives vous permettent de plonger dedans. Si vous avez envie de plonger plus avant, à creuser plus ces différents axes thérapeutiques dont on a pu parler avec Julie, comme Julie vous disait, il peut y avoir deux types de formats. Et ça va dépendre de vos préférences. Il y a des formats qui sont plutôt en face-à-face sur 2 jours, et pour certains d'entre vous, vous avez envie ou besoin de ce face-à-face. Et puis pour d'autres, bah, peut-être que le déplacement n'est pas simple selon là où vous habitez, et il existe ce format en ligne qui se déroule sur une période, en tout cas quand moi je le donne, je l'étale sur une période plus longue. Je suis désolée, le chat est en train de jouer derrière moi, donc ça fait un peu de bruit peut-être. Donc une période plus longue, ça vous permet de tester, de revenir, ça se fait sur plusieurs demi-journées, et revenir avec des questions. En tout cas, que ce soit en face à face ou sur le format en ligne, l'idée de ces lives, qui sont assez réguliers maintenant, c'est aussi de vous permettre de poser des questions après coup. Donc merci en tout cas pour votre confiance à venir nous écouter. Et le mot de la fin, Julie, Et on vous accueille avec plaisir. On reste disponible pour toute question relative au live ou non. Voilà. d'ailleurs. Donc merci à tous, une belle soirée, et puis je l'espère à bientôt en virtuel, en présentiel. Belle soirée. Merci à tous, merci Sophie. Belle soirée à tous. Merci. Alors je vois pas les prénoms de tout le monde. Voilà, si vous tapez dans le chat, je vois votre nom, sinon je ne vois pas. Au revoir. Au revoir Julie. Au revoir.